Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 31 juillet 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler des news crypto dans lesquelles on a quand même CRV Curve qui est dans le mal avec un hack. On va expliquer l'impact que ça va avoir sur la finance décentralisée, sur beaucoup d'altcoins. On va en discuter tout de suite et ensuite on ira faire un tour sur la clôture monthly que l'on est en train d'avoir. On est en train de préparer ce soir la clôture du mois de juillet. Vous allez voir qu'on a quand même des signes qui sont somme toute plutôt positifs et on va pouvoir préparer le mois d'août avec des perspectives court, moyen terme et ça commence tout de suite. Rapidement, on voit très vite qu'on a le CRV qui a pris moins 17%, on voit que le X aussi moins 8%, déjà le CRV ça va être assez facile de l'expliquer, malheureusement on a eu un hack sur Curve Finance, donc un exploit qui a été effectué à cause de leur langage de programmation dans lequel il y a eu un défaut dans les dernières versions qui a été patché maintenant, mais qui a impacté beaucoup de pools, dans lequel on va voir que on a notamment toutes les pools qui sont liées à LETH, MSETH et PETH, donc qui sont des liquid stakers d'Ethereum, donc pour pouvoir faire la passation entre les différentes pools. On va avoir aussi une pool CRV ETH qui a été impactée pour plus de 100 millions qui ont été drainés. Alors drainés soit par un hacker réellement, mais on a aussi des white hats, donc des hackers bénéfiques qui ont drainer eux-mêmes les pools avant qu'ils soient drainés par le hacker pour après les redonner à Curve Finance. Donc pas toute la totalité a été volée, on ne sait pas encore exactement l'impact structurel, néanmoins la dernière qui a été réellement drainée et on est sûr et certain, c'est celle qui est sur CRV ETH dans lequel on a eu 14 millions d'Ether qui ont été drainés et 7 millions de CRV qui ont été volés. Tout ça a été une partie, en tout cas une partie des CRV ont été directement dump, dans lequel on a eu un crash, donc on a vu moins 19%, mais ça a été un petit peu plus bas, quand même, avec une cassure très forte. Et pourquoi j'en parle là? Parce que, en plus d'être un simple hack, je vous rappelle que Curve Finance, si vous me suivez déjà depuis un certain temps et que je vous ai parlé de la finance décentralisée de la DeFi, Curve Finance est un des centres, enfin un des piliers de la finance décentralisée à l'heure actuelle, dans lequel beaucoup de protocoles sont construits par-dessus, et même leverage, justement, les différentes pools de liquidité. La liquidité actuellement se trouve à deux endroits, un à Curve Finance et deux à AAV. C'est vraiment pour moi les deux vraiment moteurs de la finance décentralisée actuellement, et c'est fait partie des très très gros protocoles de la sphère, et le fait qu'il y en ait un qui soit touché, alors que historiquement on avait défini que Curve était quasiment intouchable, bah là on remet en cause pas mal de choses, et ça montre à quel point justement la finance décentralisée n'est peut-être pas encore aboutie en l'état avec justement cette problématique de hack qui est toujours présente et qui sera toujours présente. L'intérêt, ça va être de voir comment Curve va répondre à ça. Est-ce que oui ou non on aura une récupération des fonds? Est-ce qu'on va avoir une assurance qui va être mise en place? Ça va être très important de le déterminer parce que ça va être un des moteurs de la finance décentralisée, je le rappelle encore une fois. Donc si on voit que ce sur quoi tous les protocoles sont en train de se baser peut être hacké quoi qu'il arrive, et ça c'est le cas pour aussi AAV, il faut prendre en considération, maintenant qu'on a Curve, ça peut aussi arriver à AAV, bien que ce n'est pas le même langage, bien que c'est pas la même technologie, bien que c'est pas la même équipe, on ne sait jamais, et justement il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça, et toujours faire très attention à son exposition, et prendre en considération que même les petites rewards que l'on pourra avoir sont toujours liés à un risque structurel, parce que CRV, en tout cas Curve, ne proposait pas des rewards mirobolantes, mais à côté, il y a bien eu un hack qui s'est effectué, parce qu'en même temps ça contient la majeure partie des liquidités qui servent aux différentes transactions à travers ces pools de liquidités. Ceci étant dit, il va falloir patienter, encore une fois, voir les différents retours que l'on va avoir de Curve, du hacker, et voir exactement combien ont été volés et de quelle façon. On va terminer un petit mot de la SEC qui demande à Coinbase d'arrêter tout trading de crypto en dehors de BTC. Et je trouve ça extraordinaire, à savoir qu'ils ont perdu quand même le procès contre Ripple, en tout cas une partie du procès contre Ripple. Donc là-dessus on se retrouve dans une représentation classique d'une pression liée à une institution sur une société pour arrêter ce qu'il est en train de faire. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, c'est la SEC qui demande à Coinbase par rapport justement aux poursuites qui sont en cours et les poursuites qui vont arriver. Et justement, là-dessus, Coinbase est certainement en train de se préparer, mais encore une fois, on se retrouve dans la classique, hein, on n'a pas changé d'histoire, on est toujours avec les mêmes acteurs, et on fait toujours la même danse, et il va falloir juste patienter, encore une fois, que la réglementation se fasse,
qu'on ait quelque chose qui soit voté, et que derrière, on ait les procès qui se règlent, parce que je pense que ça ne se finira pas autrement. Cette semaine, qu'avons-nous? Nous avons l'IPC annuel européen qui est arrivé, on a eu la Chine qui est tombée avec un PMI manufacturé un tout petit peu au-dessus des prévisions, ce qui est plutôt positif. On a le rapport Jolt qui va falloir surveiller mardi 16h. On va avoir le stock de pétrole à 16h30 avec l'augmentation du pétrole actuel, ça va être très important de pouvoir le suivre. Et ensuite, on aura les PMI qui vont tomber jeudi avec l'inscription chômage. Et on terminera sur le taux de chômage de juillet. Forcément, étant donné qu'on sera le 4 août et on aura déjà avancé dans le mois d'août. Donc on va commencer à voir les informations de juillet qui vont tomber. Bon, je vous avoue que la semaine dernière était une semaine dans laquelle on était censé avoir énormément de nouvelles et que le marché a assez peu bougé. On a eu beaucoup de volatilité dans la semaine, mais quand on regarde la semaine en elle-même, bon, on est relativement flat. Donc ça veut dire très peu de volatilité sur la macro. Donc ça veut dire qu'on est vraiment en attente et que oui, on est dans une zone de neutralité, il va falloir patienter, et ça ne changera pas, je pense qu'on devra patienter jusqu'en septembre. Au niveau du Nasdaq, on a quand même clôturé un mois de juillet qui est plutôt positif, hein, on va pas se le cacher, dans lequel on a fait une très belle progression entre ouverture et fermeture. On va regarder ça tout de suite ensemble, tac. On a fait 3,39%, donc ce qui est plutôt bien pour le Nasdaq. Certes, on est dans une diminution du retour que l'on a eu par rapport au début de cette année, on a eu des grosses bougies. Néanmoins, on a clôturé, c'est pas encore terminé, on va voir ce soir, mais on est en train de clôturer au-dessus d'un niveau très important qui est les 15 300 et qu'on est en train de clôturer au-dessus des 15 500. Donc, grosse résistance que l'on a cassée, qu'on est en train de consolider, qui deviendra un support dans lequel certainement ce sera compliqué de clôturer monthly en dessous de ça sans retourner relativement bas et retester les 13 000. Hein. Ça va être vraiment à retenir, et quand on regarde notre ami Shimoku, on voit qu'on a vraiment eu cette envolée. La seule chose qui est dangereux par rapport à ça, c'est que, comme d'habitude, on se retrouve dans cette accélération haussière et on crée de la distance entre le price action et le Kumo. Généralement, c'est signe à un moment donné d'un retracement ou d'une respiration sous une forme de neutralité pour avoir justement un retour réel entre le Kumo, entre la Kijun et la Tenkan, pour pouvoir, et le price action, pour pouvoir justement avoir quelque chose de cohérent. Donc il va falloir patienter, je pense de mon côté, sur une forme de neutralité. Par contre, la mauvaise nouvelle, clairement, c'est l'augmentation de l'US Oil. Hein. On voit bien qu'on a eu un mois qui a été très fort et qui est en train de se clôturer très fort, avec une augmentation dans laquelle on est en train de clôturer au-dessus de 80$, donc 13%, quasiment 14% qui ont été effectués. Donc ça, c'est clairement signe que le mois de juillet va être sous le signe de l'inflation et une augmentation de l'inflation. Je ne vois pas comment il peut en être autrement, et si c'est pas le mois de juillet, ce sera le mois d'août, et c'est en train, je pense, d'être intégré dans les marchés, et ça donnera justement, ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo de vendredi et de samedi, une raison normale pour la Fed d'augmenter ses taux d'intérêt. Et c'est exactement là ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation de l'inflation. On a toujours de très bons résultats au niveau de l'économie américaine, donc il n'y a aucune raison de ne pas faire encore une dernière augmentation de 0,25. Au niveau du BTC, donc cette vision CME, Chicago Mercantile Exchange, dans lequel on voit une vision des institutionnels, on est toujours dans une forme de retracement, avec une respiration. On est en train de clôturer une bougie qui est plutôt baissière, mais qui n'a pas englobé la précédente, donc on est quand même très loin d'une rupture, on est plus dans une forme de respiration qui est plutôt classique, et c'est quelque chose que l'on voit en train de se conforter sur la même vision monthly, mais cette fois-ci sur le Total Index, dans lequel on regarde avec Ishimoku, où on voit qu'on est coincé ici en dessous du Kumo, ce qui est plutôt classique, quelque chose que l'on connaît dans les différents cycles, hein. Je vous en ai parlé principalement samedi, mais je vous refais quand même une petite note dans cette clôture, dans lequel, oui, on est bloqué en dessous de ça, et on est bloqué aussi en dessous de cette résistance très importante qui avait servi de support sur la cassure baissière du précédent bull run, avant de refaire la dernière accélération de la dernière partie du bull run précédent. Et si on regarde un petit peu au niveau des EMA, on voit quoi? On voit qu'on sert de support, et c'est un petit peu ça, on est placé en mode sandwich, qui explique aussi cette faible volatilité à mon avis, et on se retrouve aussi dans une dynamique dans laquelle on va osciller pendant un certain temps avant d'avoir la rupture haussière, et justement cette EMA va servir de support tout le long. On peut même définir qu'on va avoir une borne basse dans les 25 000 et une borne haute dans les 33 000, voire même 35 000 on pourrait dire. 35 000 qui correspond d'ailleurs, on n'oublie pas, ici au gap CME que l'on retrouve avec notamment notre zone de TP et de rechargement de sel, hein, qui serait tout à fait logique, 25, 35, avoir quelque chose qui oscille jusqu'au halving, quelque chose comme ça, tac tac, avant de pouvoir faire une rupture haussière, un retest et accélérer. On pourrait avoir cette dynamique là, donc on prend du recul comme d'habitude
pour respirer. Bon, on prend du recul, oui, mais nous, on va passer en 1 heure pour justement voir ce qui s'est passé. On avait vendredi défini les 2 zones de retracement. On voit que on a bien allé chercher ici, première zone de retracement, belle réaction baissière, mais pas suffisante, hein. On voit qu'on n'a pas cassé les lots et on voit qu'on est entré dans une zone de ranging temporaire durant toute la période de week-end, et avec une rupture baissière, chasse à la liquidité justement dimanche soir, chasse à la liquidité lundi 1h du matin, ce qui est plutôt classique, hein. On fait toujours très attention à ça, on n'est pas loin de 40% des week-ends où on se retrouve dans une dynamique de chasse, baissière puis après haussière systématique, dans lequel on est allé chercher les lots de cette zone-là, et on est allé chercher les highs de toute cette zone-là qui avait été construite. Ce que l'on retient ici, c'est qu'on a fait quand même une cassure basse, on a fait un nouveau retest, ce qu'on va attendre, c'est une continuation baissière. Oui, sauf que quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se placer au niveau des liquidités, on voit plusieurs choses. On voit que, on a une prise de liquidité qui a été effectuée ici avec cet equal high, parce que oui, on est allé chercher les liquidités, mais surtout on est allé mettre en place un petit equal high, ici, court terme, d'accord? Donc hop, on va bien le placer ici, on le voit bien, ce court terme, on va le noter, on va supprimer les ranges que l'on avait noté pour justement faciliter la lecture, tac, on voit bien qu'on est allé placer de la liquidité, ici, donc je pense qu'il y a de fortes probabilités de faire une cassure baissière, retest, puis après accélération haussière, quelque chose qui va s'effectuer comme ça, tac, accélération haussière, ici structuration et cassure baissière. Et renforcement de l'accélération baissière dans lequel on irait chercher justement cette petite zone de liquidité, donc qui rentrera en confluence avec le niveau qu'on s'est donné. Pour ma part, je reste toujours sur une continuité baissière court terme, hein, ça ne changera pas, tant qu'on n'a pas de rupture. Et la rupture, elle va être assez haute, hein. Pour moi, on doit faire une rupture et une réintégration au niveau des 29 800, 30 000 $, on doit avoir quelque chose qui fait une cassure comme ça, avec une petite réintégration, et là j'aurai un premier signe avec un petit break of structure en me disant ok, bah là ça veut dire qu'on veut recasser à la hausse, et donc là je prendrai directement mes profits et je partirai, et j'accompagnerai certainement le mouvement pour une cassure haussière, en tout cas aller chercher le haut de range. Bon, je vous avoue qu'on est très loin de là, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on regarde ici l'order flow, on voit que toute cette période présente là de ranging, parce que c'est une période de ranging, de grinding, dans lequel on voit que on s'est retrouvé dans un niveau qui est plutôt positif, hein. C'est-à-dire qu'on est en train de repasser sur la position des top traders au niveau de Binance, on est repassé dans les 56%, qui est le niveau que l'on avait dans ce top-là. D'accord? Alors qu'on a un prix qui est en dessous, ça sous-entend que on a eu un rachat structurel qui s'est effectué, et quand on regarde les liquidités, on voit que c'est pas un rachat court terme, hein. On voit que les prises de liquidités sont beaucoup plus basses, sont dans les 27 000, enfin en dessous des 28 000, avec en dessous des 27 500 derrière. Donc pour moi, on est quand même dans un achat qui est effectif, avec un achat long terme, donc pour éviter le long squeeze. Donc là, c'est plutôt un signe positif que l'on avait eu déjà en amont ici, donc il va falloir faire quand même relativement attention, avec notamment ce pic qui avait été effectué, hein, dans lequel on était retourné à des mouvements précédents, donc on pourrait très bien se retrouver dans l'inverse, avec un DOM. C'est pour ça que je vous dis que je reste toujours baissier tant que je n'ai pas d'invalidation de ce qui est en train de se passer. Dans les clôtures mensuelles, on se retrouve sur le total index qui représente la totalité des cryptos. On voit qu'on est plutôt dans quelque chose qui est relativement flat, certes un petit peu baissier, mais relativement flat malgré tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est merci aussi au total 3, dans lequel c'est la totalité des cryptos en dehors de BTC et d'Ethereum. On voit qu'on a bien une valorisation qui s'est effectuée avec une clôture supérieure grâce principalement à Ripple et au procès sec Ripple qui s'est clôturé positivement. Petit point rapidement sur les RSI, on voit que sur le total 3 on est toujours en dessous de 50, ce qui n'est pas positif. On frôle avec les 50 sur le total market cap, donc ce qui n'est pas encore suffisant. Il va falloir casser au-dessus des 50 pour dire qu'on a un momentum de rupture haussière. Par contre, sur le BTC, on voit qu'on tient toujours les 50 avec 51% sur le total index qui est plutôt positif. Donc il va falloir encore une fois être patient, et on va se projeter de toute façon, en tous les cas, dans les jours suivants, dans les quotidiennes suivantes, sur du court moyen terme, dans lequel on va se positionner pour le mois d'août, et vous allez voir qu'on a des petits setups qui pourraient être intéressants, avec notamment toujours cette vision 1h-4h. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et surtout ne sous-estimez pas son pouvoir, ça soutient énormément la chaîne. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur Tao, la crypto de Bit&Sword, je vous mets le lien, et si vous voulez une vision long terme, je vous mets aussi ma vision du prochain bull run ici, et on se retrouve tout à l'heure à 13h30 pour une vidéo sur Ethereum.